Jean-Louis Murat, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous avez bien dit qui êtes-vous? Je suis le porte-drapeau ou le porte-chanson d'un autre individu qui s'appelle, par mon nom d'état civil. Donc, on peut dire dans ce sens-là que Jean-Louis Murat est une sorte de fiction. Une sorte de fiction. Oui, un porte-nom pratique pour mener ma vie d'artiste. Mais c'est une création, quoi. C'est une création qui garde quand même l'état civil pour signer les textes et les musiques. Oui, mais ça c'est administratif. C'est administratif. Non, ça me plaît assez, sans développer pour autant une douce schizophrénie, mais enfin il m'arrive souvent de me dire à moi-même que Murat commence à me les briser. Enfin, j'en ai un peu marre de Murat, quoi. Et en même temps, Murat, c'est un lieu pour vous aussi. Oui, en plus pour moi c'est un lieu, c'est des attaches familiales, c'est plein de choses. Ça représente, c'est une sorte de personnage. Si j'étais un personnage de BD ou quelque chose comme ça. Je suis toujours sûrement un peu trop détendu quand je fais Murat, quoi. Et à chaque fois, Bergeau, mon nom d'état civil, a beaucoup de reproches à faire à Murat. À partir du moment où il travaille en bonne intelligence. Jamais vraiment en bonne intelligence, non. Jamais vraiment, non. Fondamentalement, ils ne sont pas d'accord, je crois. Comme s'il y avait une forte partie de moi-même qui n'était pas d'accord pour que je me retrouve ici dans ce genre de situation. Que représente le temps pour vous? Il y a tellement de définitions du temps, ma foi, entre le temps qu'il fait et le temps qui passe. Sûrement vous voulez parler de celui qui passe. Je sais pas, moi je le découpe en rondelles et j'essaie d'en faire des chansons. Enfin, alors du coup c'est un peu c'est ma hantise, mais c'est mon salut aussi. Un peu comme tout le monde d'ailleurs. Passer un certain âge, c'est le salut parce qu'on a le temps et c'est la hantise parce que ça passe. Mais bon, les chansons, c'est pas mal pour figer. C'est comme si on figeait dans de la gelée tremblotante et rosée, un peu de temps, voilà, du temps de quelque chose qui a pu se passer. Boum, ça fait une petite chanson. Des cantilènes en gelée. Oui, c'est peut-être pour ça que j'écris beaucoup de chansons, je crois. C'est parce que c'est une hantise fondamentale, un peu, le temps qui passe, et on a envie de l'arrêter en faisant des choses. Je crois que d'être créatif, en tout cas le ressort de la création, en dehors de pulsions qui m'échappent un peu, je crois que c'est beaucoup de vouloir arrêter le temps, quoi. Chaque moment créatif, c'est se mettre debout sur les freins, je crois. Et quelle est votre définition du mouvement? Je dirais que c'est une sorte de va-et-vient contrôlé, pour moi. Une sorte de va-et-vient contrôlé entre un être un peu chimérique de moi-même et un être assez réel. Quand vous dites réel, c'est-à-dire dans une perception... Plutôt, je pense que je suis réel quand je pleure, par exemple. C'est l'être réel qui pleure, je pense. Voilà, et puis il y a un autre être fantasmé un peu. Et on fait des allers-retours entre les deux, et à force, c'est un peu de la... Oui, ça doit créer une certaine énergie. Ces allers-retours font de l'énergie, quoi. Jean-Louis Murat, est-ce que vous vous souvenez de la première émotion purement musicale que vous ayez ressentie? Est-ce que c'est une émotion qui a pu vous conduire... Je pense ma grand-mère me chantant des chansons. Elle chantait tout le temps. J'avais une grand-mère paysanne qui chantait tout le temps. Et qui chantait très très bien d'ailleurs. Et elle improvisait des chansons. Donc c'est vrai que pour moi, la chanson, c'est un peu ma grand-mère.
ma grand-mère gardant les vaches et la pluie arrive et elle improvisait une chanson sur la pluie qui arrive. Et j'étais un peu fasciné tout le temps par ça. Ça a dû beaucoup conditionner ma vocation. Enfin. Ça veut dire qu'une chanson, ça peut être une cristallisation d'un moment, de bruit, d'ambiance. Enfin, dans certains de vos albums, on retrouve D'état ça d'âme aussi. plutôt, je Ouais. crois, je trouve. Je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt de capturer un état d'âme particulier. Enfin, moi, il me semble que c'est ça dans les chansons. C'est toujours très dangereux d'en parler comme ça parce que je suis assez mal placé quand même. Mais il me semble que c'est ça. C'est plutôt comme une chasse aux papillons un peu, avec un filet. C'est plutôt chaque chanson ou chaque album, c'est plutôt d'attraper des états d'âme. Mais parce que ce qu'il faut, on me dit toujours beaucoup de chansons, mais je dis beaucoup de chansons parce que beaucoup de vie. Voilà, je crois que c'est profondément lié. Enfin, Beaucoup de vie. alors je fais beaucoup de chansons, beaucoup de vie, beaucoup de chansons, beaucoup de vie. Enfin, alors, si j'écris beaucoup de chansons, c'est que j'espère, c'est que je vis beaucoup, enfin intensément. Si on regarde un petit peu votre parcours artistique, discographiquement, il a commencé au début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Ouais. Et la notoriété, ou en tout cas le lien avec le grand public, il s'est fait aux alentours de la fin des années 80 avec Cheyenne Autumn. Ouais. Comment est-ce qu'on vit le moment où cette bascule se fait? Pendant 10 ans, vous étiez, je ne vais pas dire inconnu, mais vous étiez dans J'étais quasiment SDF. Ouais. Ouais, l'attente de la rencontre avec le public. Je ne veux pas dire justement la notoriété, etc. Mais est-ce que ces 10 années, c'est quoi? C'est un moment où il y a une remise en question? Est-ce qu'on se dit la musique, c'est... Non, je crois, mais comme il y a des jeunes gens, je crois que c'est qu'on a envie de faire quelque chose de soi-même, enfin plus que de faire quelque chose de sa vie, mais on a envie de faire quelque chose de soi-même. Moi, j'ai pas suivi d'études. Voilà, j'ai un milieu assez basique. C'était pas très facile. Non, je crois que c'est une sorte de volonté de faire quelque chose de soi, c'est-à-dire dès l'école, je pense même déjà dès la maternelle, de se sentir un peu à part. Ouais. Moi, je me suis senti très très tôt à part. Par la poésie d'ailleurs, je sais très très tôt, très gamin. Mon truc, c'était la poésie. Je sais pas pourquoi. Je créais de la poésie, j'aimais la poésie. Et ça me mettait à part. Et après, si on n'arrive pas à s'intégrer facilement dans la vie, ce qui a été mon cas, j'ai eu 50 boulots, ça n'a jamais marché. Et puis je suis allé jusqu'au fond. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'au fond, c'est-à-dire faire les poubelles, dormir dehors, tout ça. Et puis j'ai bien senti qu'il fallait que je développe quelque chose. C'est-à-dire que c'est où je mourrais, où il fallait que je fasse quelque chose de ce que j'avais de plus profond. Alors donc je me suis mis avec acharnement à la musique et à l'écriture de chansons. Donc c'est plutôt toujours cette sensation d'être de la bouillie, d'être une bouillie d'être. Et souvent, je pense que quand on est adolescent, on a souvent cette sensation-là d'être une bouillie d'être, et que sa responsabilité, c'est d'essayer de temps en temps d'en faire quelque chose d'un petit peu solide, pour se donner une bonne image de soi à soi. Et alors les chansons, pour moi, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Et après, quand ça a commencé pas à marcher, mais quand j'ai pris le nom de Murat, j'ai chargé un double de me sortir de la merde, je dirais, quasiment, et de me sortir de cette bouillie dans laquelle j'arrivais absolument pas à prendre forme. Et je crois que c'est pour ça que je fais des disques et des chansons. C'est vraiment... c'est la vie de chaque individu, c'est de s'arracher à soi-même, je pense, ou d'arracher le meilleur de soi, enfin quelque chose de cet ordre-là. Mais de la poésie à la musique, et puis ensuite, après, vous avez aussi une activité plastique de photographe ou d'illustrateur. Oui, mais parce que tout...
Ça, c'est les autodidactes, ou quand on n'a pas fait d'études, je ne sais quoi, tout intéresse, quoi. Moi, la peinture, je suis fou de peinture, en faire, que je pourrais faire peintre aussi, ça me plairait bien, ou je sais pas, faire la photographie, écrire. Enfin, tout m'intéresse, tout m'intéresse, mais tout m'intéresse, c'est simplement, on fait tout ça pour ne pas mourir, ouais. Tout, je pense, c'est ça, pour ne pas mourir. Donc vivre aussi plus intensément à travers l'art et Oui, mais vraiment, vraiment pour ne pas mourir, je crois. Je crois que c'est ça. Pour ne pas mourir, mais en un sens assez large, c'est-à-dire qu'il reste quelque chose une fois qu'on est au cimetière, je crois. Je crois qu'il y a ça aussi. la Donc postérité. c'est de l'orgueil aussi. Ouais, justement, la postérité, ça a un sens pour vous? Non, je dirais pas, c'est pas la postérité, mais disons, c'est de profiter au maximum du passage terrestre, hein, et d'essayer d'en faire quelque chose, et peu importe les circonstances, mais d'essayer au moins de se bouger le cul pendant le passage terrestre pour faire quelque chose d'intéressant. Et pas se retrouver à la fin et se dire merde, j'ai loupé le truc, ouais, j'ai loupé, t'as loupé, t'as loupé, t'as loupé. Donc il faut se bouger. Moi, je suis assez. Je suis assez comme ça. J'ai toujours 50 projets. J'agite toujours tout. Ouais. Je suis fatigant. Ouais. Ça, je sais, je suis fatigant comme mec. Tous les gens avec qui où je vis ou avec qui je travaille, c'est de ça qui revient tout le temps. T'es fatigant. Donc je suis fatigant. Mais je suis fatigant pour moi-même aussi. Je pense qu'il faut cravacher, quoi. Je pense qu'il faut cravacher, qu'il n'y a jamais de temps à perdre. Je suis toujours en retard. Sur mon propre programme, je suis toujours en retard. Vous êtes dans le présent, vous êtes aussi dans le futur avec des projets. Mais est-ce que vous avez un regard sur le... Si je vous dis l'œuvre, c'est jamais. Non. Non, mais ça jamais. Ça jamais, non. Ça, c'est pas possible. Tout ce que je viens de dire, ça peut pas tenir si on passe son temps à regarder le rétroviseur. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Je pense que si j'avais cette qualité-là, je serais beaucoup plus populaire, j'aurais beaucoup plus de disques et je serais beaucoup plus raisonnable, je dirais. Je dégagerais une sorte de cohérence, quoi. Je vois bien que je suis assez perçu comme assez incohérent, assez énervant, assez tout ça, assez difficile à percevoir en tout cas, mais c'est parce que j'essaie justement de pas regarder ma trace, hein, comme un skieur sur une neige vierge. Je me retourne pas pour voir si la trace est belle. Enfin, je regarde devant. Et quand dans certaines chansons, il y a des résurgences, des vers qui appartiennent à des plus anciennes, comment est-ce que ça... Là, je pense par exemple le vague à l'âme Poisson-Chat qui revient. Ah oui, oui, ça c'était pour les fans, pour faire les clins d'œil, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien Mais sûr. Cher Ange, garde ton orange. Enfin, là aussi, on peut se dire, est-ce qu'il y a une sorte de... Alors, c'est un jeu, Non, ça, c'est un jeu. Ouais. C'était plus du clin d'œil, je crois. Ouais. C'était plus du clin d'œil qu'autre chose. Hein. Ce genre de choses posées dans vos textes, ils arrivent à quel moment? Est-ce que c'est dans le fil d'une inspiration, vous parliez d'état d'âme pour la création d'une chanson? Je sais pas, je suis toujours gêné. Je sais, je joue toujours contre moi quand j'essaie d'expliquer parce que bizarrement, je suis assez. Je crois que je suis purement instinctif et je crois que je réfléchis pas beaucoup. Je suis irréfléchi, on pourrait dire, avec tous les inconvénients que ça peut amener d'être irréfléchi. J'ai des comportements irréfléchis, je dis des choses irréfléchies. J'ai l'art de me foutre dans les emmerdements parce que je ne réfléchis pas, parce que je mets mon instinct au-dessus de la réflexion tout le temps, et donc je laisse mon être instinctif mener la danse. Et souvent, c'est catastrophique. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez, il y a quelques années, repris des textes de Baudelaire, mis en musique par Léo Ferré. Et il y a un des poèmes, c'est Auton Timoménos, où la voix dit, la vôtre dit, je suis le soufflet et la joue, la victime et le bourreau. Est-ce que c'est quelque part aussi... Ça me plaisait, parfait, ça, parfait, ça. Oui, ça, parfait. Ça, avec Baudelaire, c'est... enfin,
si je peux me permettre. Une sorte de connivence, c'est un vrai plaisir chanter Baudelaire, c'est-à-dire dire je comprends tout. Ça me fait ça vraiment. Ça me ferait ça un peu. Le côté curé au bordel aussi, qui est chez Baudelaire, tout ça. Moi, je vois bien. Ça me fait un peu peur d'ailleurs, parce que je suis tout à fait comme ça. Tout à fait, presque on dirait presque 19e un peu. Ouais. Baudelaire. C'est quoi, c'est sa Baudelaire, clairvoyance? c'est terrifiant, c'est-à-dire on se dit, eh merde. Des fois, on a une idée de quelque chose, et un auteur va dans Baudelaire, il le met au propre, on se dit, eh merde. On se sent vraiment réduit à rien, quoi. Enfin bon, c'était vraiment un plaisir de le chanter parce que je pouvais endosser, carrément. Endosser. Enfin, chaque mot, chaque image me servait de paletot pour des journées entières. Là aussi, vous aviez déjà chanté Réversibilité Ouais. de Baudelaire quelques années plus tôt. Qu'est-ce qui a fait que... Là, c'est toujours l'amour pour Baudelaire, enfin pour la langue, je pense. Réversibilité, c'était bien avant de faire ça. Non, je trouve que c'est un sommet de langue, et je trouve que c'est un sommet de langue et une sorte de, pas de paroxysme, mais de sorte de personnalité exacerbée, d'une certaine personnalité, d'un certain fond très français, je pense. Dans ce sens-là, je me sens très français, quoi. Enfin, une sorte de romantisme noir, un romantisme noir avec une ultra-lucidité, avec oui, le côté curé au bordel et le côté avant-gardiste tout en détestant la modernité, enfin des choses totalement contradictoires qui arrivent à habiter à l'intérieur d'un seul être. Moi, je vais pas faire je déteste analyser un peu ça, mais je vois bien je vois bien ce que j'aime chez Baudelaire et ce qui m'énerve chez lui, ce qui est insupportable chez lui aussi. Il est assez insupportable comme mec. Mais bon, je vois bien que moi aussi, je suis assez insupportable, si je suis un peu dans ce sens-là aussi. Il a une autre, entre autres vertus, Baudelaire, c'est d'avoir donné ses mots à la langue anglaise de Poe et traduit. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. C'est un univers aussi de noirceur et c'est aussi l'aspect passeur justement de Baudelaire. Oui, peut-être ça aussi. Ouais. Enfin, il a recréé, quoi. Enfin, il en a fait du Baudelaire, quoi. Le Poe, quand même. Il en a fait du Baudelaire. Moi, je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est pas. Je sais vraiment pas. Et je m'efforce toujours d'essayer de faire semblant de savoir, mais en fait, je sais rien du tout. Vraiment, sincèrement. Franchement, je sais rien du tout. Et on sait rien. Enfin, on sait rien du tout. Déjà, on sait rien sur soi, vraiment. J'en ai aucune idée. Toujours très très gêné de me retrouver dans cette situation comme un imbécile à parler de moi aussi et de vendre ce que j'ai pu faire. Et c'est toujours la grande ambiguïté dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à en dire, je n'en ai aucune idée. Et j'en parle quand même. Et une sorte de folie du temps. Donc voilà, je m'enfonce dans un paradoxe très baudelairien. Je parle de quelque chose dont il ne faudrait pas parler. J'en dis des mots alors que des mots sont incapables de le recouvrir. Enfin, quelque chose un peu de cet ordre-là. Pauvre chanteur. Pauvre auteur aussi. Parce que l'auteur, là, d'une certaine manière, je vous contrains, je vous incite à parler de l'acte d'écriture, de l'acte de L'acte création. d'écriture. Enfin, en tout cas en poésie, même il y a même aussi par l'écriture poétique, c'est toujours une sorte de dépossession, je trouve. On a l'impression, moi qui aime beaucoup la poésie, toutes les poésies, toutes les époques, toutes les langues, je m'en fous complètement, le phénomène poétique, mais plus j'avance en âge et plus j'ai l'impression que la poésie, que toute la poésie, depuis que l'homme écrit la poésie, je crois, que toute la poésie
que tout a été écrit par une seule personne. C'est très très troublant, je trouve. Comme si, toute poésie confondue, il n'y avait qu'une seule personne derrière. Ça amène aussi une dépossession de soi. Certains scrupules, mais presque à signer, à mettre son nom en bas, comme si ça venait d'une sorte de réservoir commun, et qu'il y avait une seule source, qui était la source poésie, et que c'était un peu de la prétention, de l'inconscience, et presque une injustice ou une arnaque de mettre son nom en dessous de tout ça. Enfin, c'est l'idée un peu que je me fais de la poésie. C'est une seule des mêmes personnes qui écrit tous les poèmes quelque chose... depuis la nuit des temps. En fait, la poésie, c'est quelque chose qui dépasse l'être. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc il y a sûrement imposture à arriver, c'est dire bonjour, je suis poète. Je crois que ça, c'est absurde. Vous savez ce que disait Cocteau, quand les choses nous dépassent, il faut feindre d'en être les instigateurs. Il était champion pour ça. Non, ouais. Je suis chanteur, disons. Je préfère, mais on en a déjà parlé, je préfère me définir, même pour moi, plus musicien. Pour moi, si on me dit tu fais quoi, je dis je suis musicien. Je suis musicien. Jean-Louis Murat, certaines de vos chansons existent en disque, d'autres ont existé brièvement sur un site, sur votre site. Mais inédits. Ouais. Il y a des inédits, alors certains qu'on a pu entendre. Avril. Des fois, je blague, je mets des inédits pendant 2 jours et après, plus jamais. Ouais. C'est quoi le destin de ces chansons? Qu'est-ce qui fait que vous leur donnez cette fenêtre d'existence brève, alors que... tout à l'heure, on parlait un peu des choses qui peuvent rester. Les disques, ce sont des choses qui restent. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ce sont encore des choses qui restent. J'écris beaucoup de chansons. Alors, je les mets... j'en fais écouter quelques-unes aux gens. Hein. C'est un peu... c'est un peu comme ça que je me suis développé, moi, je dirais. Pour moi, l'idéal, c'est une chanson par jour. C'est une façon de survie, je dirais. Chaque fois que j'écris une chanson, c'est un moment de survie. Donc j'aimerais bien faire ça chaque jour et avoir une chanson au jour. Je crois que ça serait possible. Ça serait possible. Si j'avais pas les choses matérielles à gérer, je pourrais écrire une chanson par jour et l'enregistrer aussi. C'est ma façon d'être. C'est ma façon de faire. Alors du coup, ça fait beaucoup de chansons et j'aime beaucoup. L'année dernière, j'ai mis sur Internet mon projet. Un projet, j'ai mis 52 chansons, par exemple, une chanson par semaine, en suivant que des inédits, en suivant en suivant le temps. Les chansons du mois d'avril, les chansons du mois de juillet, les chansons du mois d'août, c'est pas pareil, bien sûr. Chansons de Noël, les chansons, je sais pas, ça n'a rien à voir. Moi, je lis les choses comme ça, quoi. J'aime bien les chansons d'avril, par exemple. Je fais beaucoup de chansons en avril. Les chansons de janvier, c'est pas terrible. Les chansons d'été, en général, elles sont super tristes, moi, les chansons d'été. Enfin, voilà. Les chansons d'hiver, non. Enfin, j'aimerais bien écrire une chanson par jour. Être une sorte d'artiste nouvel artiste. Un artiste internet qui propose une chanson par jour. Avoir un contrat avec les gens et leur proposer une chanson par jour. Et vous pourriez le faire en tant que Murat ou en tant que, justement, un autre artiste? Là, je pense un peu à ce qu'avait fait Romain Gary avec Émile Ajar. Ah oui, ça j'aimerais bien, ouais. Mais j'ai déjà d'autres noms, je fais des choses sous d'autres noms. Gengis, par exemple. Enfin, Genghis, on dirait, mais Gengis. Hein. Donc j'ai déjà fait des choses sous le nom de Gengis. C'est vrai, c'est une bonne idée, il faut que je trouve un autre nom. Un autre nom. Et que je propose ça sous un autre nom. Jean-Louis Murat, j'aimerais vous poser une dernière question sur les rapports que vous entretenez avec les artistes d'autres univers. Il y a des plasticiens ou designers comme MM qui ont fait des pochettes de vos albums. Il y a Laetitia Masson avec qui vous avez travaillé, vous avez composé les musiques de Coupable et elle a filmé une partie de répétition, pas des répétitions, de l'enregistrement de votre album. Comment est-ce que... Et puis Isabelle Huppert,
Madame Deshoulières, projet que vous aviez avec elle. Comment est-ce que ces relations avec des gens qui sont vraiment très différents se nouent est-ce que c'est une rencontre humaine ou c'est une rencontre artistique qui est à l'origine de... Moi, je suis assez sauvage, c'est-à-dire je me sens jamais la carrure pour quoi que ce soit, donc c'est pas moi qui vais m'amuser à connaître les gens. Enfin, je me mélange absolument pas. Je reste du coup assez solitaire, mais effectivement, tout ça si je pense, je sais pas, je pense à Isabelle Huppert ou même avec Farmer, ou que j'ai bossé, ou je sais pas, avec Jeanne Moreau, ou alors là avec Laetitia Masson, ou je sais pas, ou Christine Angot, je sais pas, enfin, des gens comme ça, ou des garçons d'ailleurs aussi. Moi, j'ai jamais rien demandé, on m'a toujours demandé, j'ai jamais rien demandé. C'est Mylène qui m'a demandé de chanter, c'est Huppert qui voulait faire un disque, enfin moi je demande jamais rien. Je suis demandeur de rien du tout. Laetitia Masson, elle m'a dit est-ce que je peux venir, ça vous intéresse que je fasse un film? J'ai dit bah si vous voulez, mais enfin moi j'ai absolument aucune confiance en moi. Déjà je dis moi, mais impossible de définir qui je suis, donc je peux pas arriver et dire allô bonjour, je m'appelle Jean-Louis Murat. Déjà rien que de dire ça, bonjour, je m'appelle Jean-Louis Murat, ça me paraît c'est de la science-fiction. Donc je contacte personne. Non, j'ai jamais contacté qui que ce soit. Et je suppose que ça doit vous arriver aussi de refuser, puisque s'il y a quand même des sollicitations... Ah mais moi je refuse plein de choses, oui, je refuse beaucoup. On me dit tiens, tu voudrais pas, je sais pas, manger avec Pete Harvey, je dis non. On me dit tu voudrais pas, je sais pas, faire ça, je dis non. Tu voudrais pas, tiens, il y a un machin qui voudrait bien, je sais pas. Anneke, j'ai vu la Anneke comme il sort le Anneke. Anneke voudrait bien travailler avec toi. Tu veux pas aller faire des essais ou tu veux pas, je sais pas quoi. Et je dis oh non. Enfin voilà, je pourrais en énumérer pas mal. Même comment il s'appelle, Lars von Trier aussi. Oui. Ouais. Je devais aller faire des essais, je sais pas. Il devait trouver que je convenais. J'ai dit ah non, je vais pas me faire chier. Et donc, Au Danemark. Non. Oui, non, ça aurait été à Paris. Mais enfin, il y a plein de choses comme ça que je laisse passer. C'est pas moi, je sollicite rien du tout. Ouais, c'était la dernière question. C'était la dernière question. Merci d'avoir répondu et à bientôt. Ouais, à bientôt, merci. Bon, il n'y a pas eu de ça dans les téléphones, c'est bien. Hein. Vous avez été sages. Je les ai regardés de temps en temps. Oui. Elles avaient un peu le regard dans le vide, tout ça. Je disais, oh putain, c'est super chiant à la télé. C'est super chiant à la télé. Super chiant. Tu auras un terreau écrit après, je sais pas. Alors, vous voyez, je vais vous dire un truc, c'est-à-dire que ce qui marche, c'est pas que l'artiste soit un bon client. Ce qui marche, c'est les questions et c'est la qualité d'écoute de la personne. Et alors lui, c'est un super bon parce que lui, il écoute ce qu'on dit. Il écoute et sans déconner, hein, très très peu. Dimanche, je passe sur la 5, je fais 1 heure avec Poivre d'Arvor. C'est pareil, Poivre d'Arvor, il écoute ce qu'on dit. Du coup, on dit des choses intéressantes. Mais la plupart des intervieweurs n'écoutent pas les réponses. Lui, c'est un super bon. Voilà. C'est pour ça que c'est bon. Donc bravo.